Nous allons commencer cette journée que nous avons intitulée Du roman familial à la quête des origines. Alors, c'est la 4e journée de notre consultation Adoption internationale. Et après 10 ans d'expérience clinique, on a, comme certains le savent, maintenant plus de 600 familles, enfants et adolescents suivis. Donc, ce qui nous donne quand même un recul important par rapport au sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Dans cette consultation, je fais un petit rappel pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, les motifs de consultation sont variés. En général, on fait un travail d'accompagnement et de guidance familiale autour de l'adoption. Bien entendu, un certain nombre de parents viennent aussi pour mettre en avant un certain nombre de difficultés rencontrées, soit dans le lien avec l'enfant, soit, je dirais, une symptomatologie diverse et variée qui n'est pas spécifique d'ailleurs. Et puis, de plus en plus, nous avons des enfants, des adolescents qui viennent consulter avec leurs parents, puisque la question de leurs origines se pose sous des formes, là encore, extrêmement variées, comme nous pourrons le voir. Les enfants reçus, et adolescents, sont d'âge très très différents, puisque nous avons aussi bien de très jeunes enfants qui viennent d'arriver, jusqu'à des adolescents, et voire de jeunes adultes aussi qui demandent conseil. Ce qui est important, c'est que nous avions, je dirais, les professionnels, un point de vue par rapport à cette question de la quête des origines, un point de vue assez répandu chez les professionnels, qui est que, au fond, pour les enfants adolescents, on conseille plutôt de faire cette recherche, si vraiment ils en sont convaincus, plutôt à l'âge adulte. Et puis, notre point de vue s'est enrichi de cette expérience clinique qui a évolué au fil du temps. D'une part, du fait des changements rapides du paysage de l'adoption internationale, des profils des enfants et des familles, des modes de communication, c'est-à-dire que le numérique a complètement bouleversé la question de l'accès aux origines. Et puis, on a aussi des adoptions qui ont évolué dans leur profil avec des enfants à besoins spécifiques qui sont des enfants soit grands, soit qui viennent en fratrie ou porteurs de handicap. Donc, tous ces éléments ont finalement beaucoup complexifié le sujet. Et donc, il nous paraissait intéressant de pouvoir le développer aujourd'hui. Alors, juste un rappel pour la consultation, il y a peut-être beaucoup qui la connaissent, mais je rappelle que c'est une consultation psychologique pédopsychiatrique, comme je vous l'ai dit, qui offre une guidance familiale et des évaluations spécialisées chez l'enfant. Ce qui est important, c'est que c'est une consultation groupale, on est au minimum un binôme, et au fond, le fil rouge de cette consultation, c'est d'instaurer une espèce de narrativité, une narrativité autour du parcours des enfants, des parents, des familles, autour de l'adoption de leur enfant. L'éclairage théorique est pluriel, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien donner un avis, je dirais, médical, orienté pour des bilans spécialisés, mais aussi faire un travail, je dirais, de guidance thérapeutique, d'inspiration psychanalytique et quelquefois à la lumière aussi de la théorie de l'attachement, avec aussi des repères dans les théories transculturelles qui sont importantes pour nous. Au fond, cette consultation, avec notre expérience, elle a vraiment un effet de contenance et d'appui en offrant, je dirais, des outils de compréhension des besoins de l'enfant aux parents et quelquefois nous pouvons donc les orienter vers des suivis adaptés. Alors effectivement, on accompagne de plus en plus des questions autour de la quête des origines et de la construction du roman familial. D'ailleurs, c'est une des indications de certains collègues qui nous adressent maintenant les enfants pour la construction du roman familial. Donc voilà, je voulais vous le dire dans le motif de consultation, et on trouve ça assez joli. Et ça fait vraiment l'objet d'un motif de consultation. Donc on va développer ça. Par ailleurs, nous développons aussi des recherches, on aura l'occasion de vous en parler cet après-midi, par rapport au vécu des parents, des enfants, des adolescents, par rapport à l'adoption internationale. Voilà. Donc là, je vous montre juste le schéma que je présente un peu régulièrement. Alors, j'ai un engin très moderne. Est-ce que ça marche? Ben non, ça ne marche pas. Voilà, donc vous avez la consultation qui a une double fonction, surtout de guidance familiale, là sur la gauche. Et puis, on peut aussi, dans le service, faire un certain nombre de bilans pour les enfants et quelquefois adresser à l'extérieur pour des bilans, par exemple, neuropédiatriques ou autres.
L'idée, c'est quand même de continuer cette guidance familiale, hein, vous le voyez dans l'orientation thérapeutique, et parfois de proposer, préconiser des aides, des suivis individuels ou autres. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons un recul maintenant d'une dizaine d'années. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu beaucoup d'enfants et d'adolescents et de familles. Et que ça, je crois que d'après un peu les échanges que j'ai au niveau international maintenant, c'est assez unique. C'est-à-dire qu'un centre comme le nôtre, qui a reçu déjà autant d'enfants, d'adolescents et de familles, bah, ça n'existe pas dans aucun pays avec, je dirais, cette spécificité pédopsychiatrique et le travail que nous faisons. Hein. Donc c'est aussi la source non seulement d'une expérience clinique très riche, mais aussi, puisque nous enregistrons un certain nombre de données, ça peut nous servir aussi pour la recherche. Et je dois avouer qu'on a vraiment un réseau qui fonctionne de manière très complémentaire avec toutes les instances de familles adoptives, les fédérations, l'Agence française pour l'adoption, le ministère. Et ça nous donne comme ça un recul, des possibilités de réflexion assez globales et qui favorisent un essai d'objectivité, d'objectivation finalement des problématiques. Alors, puisqu'on parle de la quête des origines, quelle est l'origine des enfants reçus chez nous actuellement? Vous voyez, on a beaucoup d'enfants actuellement, en 2018, venant de Colombie, suivis par des enfants venant plutôt du Vietnam et enfin de la Russie. Et quand je vous parlais de l'évolution du paysage de l'adoption internationale, vous allez pouvoir comparer ça avec le tableau suivant, où on voit l'évolution de l'origine des enfants entre 2011 et 2018. Donc en rouge, c'est 2018, vous voyez. Par exemple, la Colombie, on avait très peu d'enfants en 2011 qui venaient de Colombie, et maintenant on en a beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, je suis très sollicitée actuellement par les familles d'enfants, familles qui ont adopté en Colombie, voilà, par différents biais. Et puis nous avions par contre énormément d'enfants venant de Russie, hein, au départ, les premières années, on en a encore, hein, bien sûr, mais avec encore une évolution, c'est-à-dire qu'on avait vraiment énormément d'enfants qui présentaient des tableaux de carences institutionnelles, de signes d'hospitalisme, de troubles de l'attachement majeur. Voilà, donc c'est quand même très intéressant hein, d'avoir ces bases de données, de voir un peu l'évolution. Les problématiques ne sont pas toujours les mêmes d'un pays à l'autre, et on pourra en reparler. Alors finalement, qu'est-ce qui fait la spécificité de la filiation adoptive internationale par rapport à l'adoption nationale? Qu'est-ce qui fait que cette quête des origines est encore plus complexe? Effectivement, les étapes sont multiples hein, pour adopter à l'international et procèdent d'un processus juridique avec différentes étapes qui sont autant de sources de questionnements ultérieurs dans la démarche de la quête des origines. Je vous donne par exemple le pays d'origine, chaque pays a ses spécificités, les raisons de l'abandon, l'identité à la situation des géniteurs, hein, dans des contextes culturels extrêmement variés là encore, l'adoptabilité de l'enfant, qui, quoi, pourquoi, le choix des parents adoptifs d'un pays à l'autre, l'apparentement et le contenu du dossier de l'enfant qui est très très variable aussi d'un pays à l'autre. Donc nous, ce qui nous frappe finalement, c'est comment la clinique est très intriquée avec les étapes juridico-administratives de l'adoption. Et au fond, cette quête des origines, elle interroge donc les cliniciens sur cette intrication entre processus juridico-administratif et clinique. Alors non seulement parce qu'effectivement, on travaille beaucoup sur la narrativité des parcours de vie des parents et de l'enfant, mais aussi de spécificité, donc comment ça se construit, cette filiation, sur un plan juridico et administratif. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas tous ces détails, je fais un petit rappel hein, sur ces différentes étapes. Elles sont longues, elles sont coûteuses.
aussi bien pour les parents et pour l'enfant. Car justement, à vouloir protéger l'enfant, bien un certain nombre de garanties sont nécessaires, donc c'est tout à fait louable, mais on verra que ça a une incidence sur un petit peu la lourdeur de la démarche, la longueur des étapes, et puis finalement le fait que maintenant les enfants sont adoptés relativement tardivement. Voilà. Donc bien entendu, il y a un cadre réglementaire pour l'agrément, avec un certain nombre d'étapes, des rencontres de psychologues, psychiatres, d'assistants sociaux pour recevoir le sésame pour dire que les postulants peuvent devenir parents. Ensuite, qu'est-ce qui certifie que l'enfant est adoptable ? Eh bien, il faut que l'abandon soit effectivement certifié par des instances officielles dans le pays d'origine. Et le principe de subsidiarité, maintenant, a été généralisé par la Convention de La Haye. La Convention de La Haye, qui est la convention internationale qui gère l'adoption internationale entre pays. Et c'est une convention qui pose donc ce principe de subsidiarité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Convention de La Haye met en priorité pour l'enfant abandonné l'adoption par la famille au sens large. C'est-à-dire qu'avant qu'il puisse être adopté à l'international, il faut d'abord qu'on fasse une recherche avec quelquefois sur la famille au sens très large à plusieurs degrés. Donc ça prend du temps, c'est pas toujours très facile. Et ensuite, est prioritaire l'adoption nationale. Et ça n'est que dans un troisième temps que l'adoption internationale a lieu. Et donc ça, c'est le cas vraiment dans beaucoup de pays actuellement. Ça n'était pas encore le cas il y a quelques années. C'est pour ça que les profils des enfants ont changé. L'apparentement, eh bien, il se fait, et vous entendrez cet après-midi les différentes instances, OA, AFA, responsables d'organiser un peu l'apparentement, de trouver une famille pour l'enfant, parce que je rappelle que l'adoption internationale, ça n'est pas donné un enfant à des postulants parents, c'est l'inverse. C'est donner une famille à un enfant qui n'en a pas. C'est très important de comprendre, je dirais, cette logique qui va dans le sens de l'enfant. Donc l'apparentement, il y a la plupart maintenant des enfants sont adoptés via les instances officielles, mais il y a encore quelques adoptions individuelles. Ça veut dire que les parents, ils font leur démarche seuls avec ce qu'on appelle un facilitateur ou un traducteur ou un juriste localement qui va leur trouver une entrée dans un orphelinat ou auprès d'un tribunal qui va gérer l'adoption. Après, vous avez le jugement d'adoption. Là encore, il n'est pas le même, il ne se fait pas dans la même temporalité dans tous les pays. Il faut savoir qu'il y a un jugement dans le pays d'origine, mais par exemple, vous avez des enfants qui sont maintenant adoptés aussi en Polynésie, donc ce n'est pas tout à fait une adoption internationale. Mais là, l'adoption n'est prononcée qu'à 2 ans. Donc voilà, parce qu'il y a un conseil de famille, il y a des choses assez compliquées. Et puis l'adoption, la plupart du temps, elle est plénière, c'est-à-dire qu'il y a une substitution par le juridique, du biologique, je dirais de la filiation biologique par le juridique, mais parfois, le tribunal décide d'une adoption simple, c'est-à-dire que l'enfant il garde une double filiation avec sa famille d'origine et la famille adoptante. Enfin, le dossier de l'enfant, là encore, il est constitué très différemment suivant les différents pays. Donc toutes ces étapes peuvent être réinterrogées dans la quête des origines. Alors, juste un mot, qu'en est-il en 2019 du droit à connaître ses origines ? Comme je vous l'ai dit, la filiation juridique, l'adoption plénière se substitue à la filiation biologique. Donc les parents de l'enfant, ce sont les parents adoptifs. Mais dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a un article 7 qui dit que l'enfant il a droit à connaître ses parents et son intérêt prévaut sur celui de ses parents, par exemple. Donc ça, c'est un article qui concerne l'enfant. Et puis, il y a une jurisprudence qui dit que le droit d'accès aux documents administratifs constitue une liberté fondamentale. Donc là, c'est plutôt pensé pour les adultes. Mais qu'en est-il pour les enfants ? Et puis enfin, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est une préoccupation permanente, interroge beaucoup de professionnels, quels qu'ils soient, c'est-à-dire qu'au fond, qui décide de l'intérêt supérieur de l'enfant et quel est-il ?
Donc, quel est l'avis du clinicien par rapport à toutes ces questions? Je vais vous dire un mot de notre expérience par rapport à cette question des origines, parce qu'au fond, nous, dans la clinique, on aborde cette question sous des angles extrêmement variés. C'est-à-dire qu'à titre préventif, finalement, quand on reçoit des parents avec un jeune enfant, eh bien, est abordée la question de l'énonciation, du fait que l'enfant est adopté, ce qu'on préconise très précocement. Et puis on constate chez certains enfants des parents qui ne leur ont pas annoncé qu'il était adopté et chez qui ça a été une révélation tardive qui a parfois un impact traumatique, qui vient remettre en cause la confiance de l'enfant par rapport à ses parents. On a aussi des questions adressées aux parents sur la différence entre l'enfant et ses parents, la question de différence d'apparence physique, je ne détaille pas. Et puis, bien sûr, se posent les questions du retour au pays d'origine avec des niveaux de réflexion très différents. Enfin, il y a des enfants ou des adolescents qui s'interrogent sur leur dossier, quelquefois des parents très embarrassés avec le dossier de l'enfant, qui ne savent pas quoi en faire, alors qu'ils le lui lisent, quelquefois qu'ils le lui donnent comme ça tout d'un coup. Enfin, c'est assez compliqué. Et donc dans ce dossier, souvent les questions se posent par rapport à l'identité et surtout le devenir des géniteurs, donc des parents biologiques. Des questions aussi sur ont-ils des frères et des sœurs. Vous voyez, donc c'est très très varié. Et les questions aussi sur faut-il faire une démarche active pour retrouver les parents biologiques, que ce soit du côté des enfants adolescents ou des parents. Quand, comment, avec qui, par quels moyens? Y a-t-il des contacts déjà existants via les réseaux sociaux? Quel est le rôle des parents dans cette histoire? Donc au fond, ce sont des questions très variées à mettre en perspective avec des contextes aussi extrêmement différents. Et surtout, ces questions interpellent des niveaux de réflexion très différents. Et les expériences finalement que nous avons eues avec toutes ces familles nous amènent à des positions de plus en plus souples et accompagnantes par rapport à la quête des origines. Alors, je ne détaillerai pas des situations cliniques parce qu'on n'a pas le temps, mais on a aussi des expériences avec des cas de figure très différents. Quand quelquefois la quête des origines fait écran, ce qu'on appelle fait écran à la relation entre parents et enfants. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a un déplacement sur la question des origines pour ne pas aborder la question du lien entre parents et enfants, par exemple. C'est très schématique ce que je vous dis, mais voilà, ce sont un peu des axes de réflexion. Quelquefois, on a des parents qui parlent trop de l'origine. C'est-à-dire au fond, l'enfant n'est pas tellement demandeur, il est installé dans sa famille, et il y a une espèce de trop-plein, ce qu'on appelle le trop-plein d'origine. Chez d'autres enfants, eh bien, les choses s'organisent autour d'une narration familiale. On facilite ce travail narratif au sein des consultations. Et puis parfois, on constate des adolescents qui n'ont pas été préparés, pour lesquels les parents pensaient que c'était une bonne chose de retourner au pays d'origine. Ça s'est fait sans préparation. Et on a une quête des origines qui a valeur quasi traumatique. Je cite toujours cette situation d'une jeune fille qui est partie avec sa mère, qui l'a emmenée dans son village de naissance, et ils ont frappé à la porte comme ça d'un oncle biologique qui a pris le téléphone et qui a dit à la jeune fille « Tiens, je te passe ta mère. » Voilà, donc des choses pas du tout accompagnées, pas du tout préparées, et effectivement on a droit à quelques décompensations d'adolescents au retour. Donc c'est pour vous dire que c'est une histoire compliquée. La question du retour au pays d'origine est souvent abordée avec des parents pensant bien faire en disant c'est important qu'on aille voir son pays d'origine. Et on a encore eu hier une consultation avec un enfant vraiment d'excellente qualité, très bien affilié à sa famille. Enfin vraiment, ce n'était pas un cas difficile au niveau clinique. Et l'enfant disait mais moi j'ai envie de voyager, j'ai plutôt envie d'aller en Asie. Oui, mais peut-être que ce serait bien quand même qu'on retourne dans ton pays d'origine. Ben non, il n'en avait pas envie du tout. Donc voilà. Et donc quelquefois, pensant bien faire, eh bien, on accentue la question de l'origine alors que ça n'est pas la question pour l'enfant. On a des quêtes des origines qui sont réussies avec, je ne sais pas si on aura le témoignage tout à l'heure au niveau clinique, mais on a des histoires assez extraordinaires, finalement, où on était un petit peu inquiet sur ce retour au pays d'origine, à l'orphelinat pour une mère et sa fille. Et puis finalement, ça souvent, quand ça fonctionne bien, ça ne vient que consolider
le lien adoptif et la filiation adoptive. Hein. Et puis alors, comme le numérique s'en est mêlé, eh bien parfois on a de faux parents biologiques qui viennent quand l'enfant ou l'adolescent va sur Internet, qui se manifestent en se présentant comme les parents biologiques de l'enfant, ils ne le sont pas. Donc vous voyez que dans cette quête des origines, on a des aspects très variés. Alors comment penser cette quête dans notre place de clinicien? Eh bien, comme vous le voyez, donc l'adoption, qui est déjà une filiation particulière et vulnérable, est encore plus complexe et plus vulnérable dans l'adoption internationale si l'adoption est tardive et pose diverses questions sur les différences, sur le lien d'attachement, sur la filiation. Et au fond, tous les registres sont interrogés, que ce soit le symbolique, l'imaginaire, l'affectif, le juridique, le sociétal. Nous y sommes, et je fais une petite parenthèse, on a eu du mal à organiser cette journée, et chacun a organisé sa présentation parce qu'il y a tellement de niveaux de réflexion que voilà, que c'était assez complexe. Hein. Et au fond, quel facteur influence l'inscription filiative de l'enfant à ses parents adoptants? Quel est le rôle de l'attachement et de la sécurité dans le lien par rapport à l'exploration et la quête des origines? Et qu'en est-il de la construction de ce fameux roman familial, qui est un des motifs donc de consultation maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quel est le poids du parcours réel de l'adoption sur ce roman familial et comment s'inscrit cette quête des origines par rapport à tous ces différents registres? Alors, le contexte peut influencer et renforcer la quête des origines. Hein, par exemple, on a des constellations familiales très variées. On a des adoptions précoces ou tardives, les adoptions d'un enfant seul ou en fratrie, un pays de trait d'origine du pays d'accueil ou pas, des différences physiques marquées entre parents et enfants et des discriminations sociales parfois par rapport à l'adoption et par rapport à la différence qui peuvent, je dirais, venir déclencher aussi la quête des origines. Enfin, un lien de moins bonne qualité avec les parents adoptifs peut aussi être la source d'une quête des origines. Alors, dans les constellations familiales, c'est très très varié là encore, hein, et on a pas mal de fratries avec des enfants biologiques et des enfants adoptés. Donc là encore, hein, est-ce que l'affiliation, je dirais, de l'enfant par ses parents est identique, quel que soit le fait que l'enfant soit biologique ou adopté? On a aussi l'importance de la famille au sens large, c'est-à-dire que l'enfant, il est adopté par ses parents, bien sûr, mais le positionnement de la famille au sens large, des grands-parents, des oncles et tantes, va tenir une place importante. On a aussi une adoption par des célibataires, et donc, du coup, l'enfant interroge, hein, parce que lui, il est quand même issu d'une relation entre un homme et une femme, donc le fait qu'il n'y ait qu'un seul parent vient interroger encore plus. Et puis, par contre, il y a quelquefois des parents qui sont eux-mêmes adoptés, voilà, donc où les identifications sont plus faciles. Et on a aussi des nouvelles conjugalités avec l'homoparentalité, et donc qui vient aussi interroger les origines de l'enfant. Les modalités d'adoption, comme je vous l'ai dit, l'âge est très variable, mais de plus en plus tard. Il peut être adopté seul ou en fratrie, ça ne sera pas du tout la même chose s'il a des frères et sœurs biologiques. Donc parfois l'existence d'un handicap ou d'une maladie qui pose la question de l'origine, quelquefois de la génétique, hein, et donc du biologique. Des différences marquées aussi par rapport aux parents adoptifs, une langue et une culture très différentes. Quand l'enfant est adopté tardivement, ça va quand même avoir un poids important. Et puis, le dossier peut être plus ou moins informatif sur le contexte d'abandon et l'identité des géniteurs. On a parfois des enfants qui connaissent le nom et le prénom de leurs parents biologiques et d'autres pour qui il n'y a aucune information. Il y a des contextes d'adoption où il y a des liens étroits entre parents adoptifs et géniteurs. Par exemple, je vous ai cité l'adoption en Polynésie, qui est très particulière. Et donc, je rappelle quand même que pour la Polynésie, il y a un poids décisionnaire de la famille biologique, hein, qui va un peu jauger la qualité du lien entre parents adoptifs et enfants pour donner son aval pour l'adoption au bout de 2 ans.
Je rappellerai que pour qu'une adoption se déroule bien, il faut que l'enfant ait été bien abandonné. Donc tous ces éléments aussi sont importants dans la quête des origines. Bien abandonné, ça veut dire suivant les règles établies et de manière claire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des liens permanents avec les parents biologiques. En tout cas, c'est une question, puisque cet après-midi, on parlera de l'open adoption, qui est encore une nouveauté dans l'adoption, avec des liens qui persistent avec les parents biologiques. Donc les différents niveaux de réflexion, certains points sont acquis, c'est-à-dire que pour nous, c'est important qu'il y ait une absence de secret par rapport à l'adoption, une narration précoce autour du parcours, des parcours enfants-parents, mais pour éviter les révélations traumatiques tardives. Par contre, il y a des aspects quand même beaucoup plus complexes. Ce que savent les parents et qu'ils ne peuvent révéler, par exemple une naissance traumatique, des antécédents de violence, voire de viol, etc., c'est quand même très compliqué. Et ça pose donc différentes questions sur l'intérêt supérieur de l'enfant, sur son droit à connaître ses origines, sur l'impact de cette connaissance sur la construction psychique identitaire, sur les aspects psycho-affectifs positifs et ou négatifs de cette recherche, et l'impact sur le lien parent-enfant actuel. Donc comment penser finalement cette filiation? Comment penser le roman familial par rapport à la quête des origines au regard des axes législatifs et affectifs de cette filiation? Alors, je vais aller assez vite parce que je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Donc, au fond, juste un petit rappel sur la filiation et le roman familial avant de conclure. Au fond, un système de filiation, ce qui est important, c'est qu'on parle beaucoup de filiation. Mais à quoi ça sert? On considère, nous les psys, que c'est un véritable organisateur psychique. Il y a une notion donc de transmissibilité, au fond, de parents à enfants, d'un lien, comme ça, d'un lien de filiation, par lequel donc l'individu est relié à ses ascendants et descendants, qu'ils soient réels ou imaginaires. Donc, comme je vous l'avais dit, et ce lien, il peut se transmettre. Donc, à garder en tête, c'est un véritable organisateur psychique. Donc, dans ce cadre-là, comment peut-on penser la quête des origines? Un petit rappel, ça date de 1967, que l'adoption plénière il a été décrété que la filiation adoptive était donc équivalente à la filiation biologique. C'est pas si vieux que ça. L'axe législatif de la filiation, là je vais passer assez vite, mais comme je vous l'ai dit, il y a 3 axes de filiation biologique, affective et instituée juridique. Et donc il faut au moins 2 axes pour faire une filiation. Et donc dans l'adoption, c'est la filiation juridique donc, qui se substitue à l'axe biologique. Et donc c'est la loi qui est l'ossature du lien de filiation. Et cette filiation a donc une fonction structurante psychiquement. Et au fond, c'est à partir de là, de cet axe, que les sentiments de filiation vont s'établir, mais aussi au gré des relations affectives parent-enfant. Alors cet axe affectif, il est plus complexe quand même. Il est à la croisée entre les liens d'attachement, les désirs, les fantasmes des parents et de l'enfant qui sont sollicités donc, dans cette quête des origines. Alors d'un côté le lien, l'on peut penser quand même que le style du lien d'attachement que l'enfant va avoir avec ses figures d'attachement a une influence par rapport au sentiment de sécurité interne qu'il va pouvoir développer, la gestion de ses émotions et ses capacités qu'on dit exploratoires. Au fond, quand la sécurité interne est là, quand il y a une suffisante stabilité affective, une confiance dans les parents, eh bien, au fond, ça va permettre à l'enfant de pouvoir poser des questions, mais dans un lien de confiance. C'est beaucoup plus compliqué quand le lien n'est pas de bonne qualité. Et donc, quand le lien est de bonne qualité, eh bien, l'enfant va pouvoir interroger, partager son histoire avec ses parents, et ça ne l'amènera pas forcément, je veux dire, à faire une recherche active. Autant il peut explorer son histoire dans une narration commune. Nous, on dit toujours aux familles, l'histoire de l'enfant appartient à l'enfant, mais elle est aussi celle de la famille. Et à l'inverse, l'histoire des parents est aussi l'histoire de l'enfant. Vous voyez, donc, et c'est ce partage, cette circulation de la parole qui vient consolider le lien et le lien filiatif.
Du côté du fantasme et de l'imagination, bien entendu, eh bien, la filiation, elle s'inscrit dans des rêves, des désirs croisés. L'enfant, c'est l'enfant imaginaire des parents, mais aussi de la parentèle. Et tous ces rêves permettent l'inscription narcissique transgénérationnelle de l'enfant dans la famille. À partir de là, donc, le roman familial est une élaboration secondaire par rapport au fantasme originaire de l'origine de l'enfant. Et on va un petit peu en dire un mot. Et je vais terminer par ça mon exposé avant d'introduire la suite de la journée. Donc le roman familial, c'est quand même une notion qui a été développée par les psychanalystes et à partir d'Otto Rank, de Freud en particulier, dans les années 1898, puis 1909. Et au fond, quelle est la fonction de ce roman familial, qui est une espèce de fantaisie autour, fantaisie de l'enfant autour de son histoire, où il peut finalement s'inventer une famille qui ne serait pas celle qu'il a, qu'il élève, qu'il éduque, qu'il aime au quotidien. Ce roman familial, il a une fonction multiple. Mais en général, il a une fonction de mise à distance des émois affectifs trop forts de l'enfant vis-à-vis de ses parents, dans le cadre du complexe d'Oedipe par exemple, et des désirs qu'on appelle incestueux de l'enfant. Il a aussi un rôle de réparateur narcissique, quand quelquefois, tout d'un coup, l'enfant perçoit les imperfections de ses parents, ou perçoit les imperfections des origines, même de la situation sociale des parents, et le plus souvent, l'enfant s'invente une famille en général avec des parents le plus souvent haut placés, voilà, et dont la fonction serait de réparer un petit peu toutes ces atteintes de sa construction narcissique. Alors il est important ce roman familial. Tous les enfants, adoptés, pas adoptés, ont un roman familial et il a une fonction justement de mise à distance, comme je vous l'ai dit, de l'ambivalence affective, relationnelle vis-à-vis des parents. D'ailleurs, ce roman familial est d'ailleurs très souvent repris dans les productions culturelles, dans les mythes et les contes, où on peut constater souvent qu'il y a une redistribution satisfaisante des rôles parentaux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'adoption? Donc, ça va être un peu l'objet de cette journée, mais je ferai juste une petite remarque. Michel Soulet, qui s'est intéressé donc bien évidemment à l'adoption, disait qu'au fond, quand l'enfant était adopté tôt, eh bien, le roman familial chez l'enfant adopté pouvait être significativement quasiment le même que chez l'enfant biologique. Par contre, il pouvait y avoir des risques pour les adoptions tardives. Or, puisqu'il y a quand même des éléments de réalité, quelquefois l'enfant a connu sa famille biologique, donc la construction est quand même un petit peu plus compliquée. Et donc, il pensait qu'il y avait quand même un risque pour les adoptions tardives. Alors, nous, actuellement, comment nous pensons les choses par rapport à cette quête des origines? Bon, on reste quand même assez convaincu que cette quête des origines, c'est un processus à la fois de construction identitaire, qui peut être justifié, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui se posent, qu'on puisse y accompagner, qu'on puisse répondre, mais que c'est un parcours à risque. Ces modalités sont vraiment le fruit du parcours commun entre parents et enfants, dans le cadre de l'adoption. Et il doit absolument être celui de l'enfant accompagné par les parents. Ce processus, au mieux, se construit progressivement dès l'adoption, par une narration familiale autour de l'adoption, par la construction d'un lien d'attachement de bonne qualité et par une affiliation totale à la famille adoptive qui permettra donc une confiance aussi des parents par rapport au processus exploratoire de l'enfant et aussi un intérêt sans excès pour le pays et la culture d'origine.